Alors, je disais que le deuxième point, c'est la démarche juridique qui a été choisie. La France a choisi de légiférer au cas par cas. Et ce qui montre qu'à ce rythme-là, quand on regarde le nombre d'objets qui sont déclarés dans les musées publics, il faudra 3000 projets de loi, c'est-à-dire 3000 conseils des ministres pour traiter ce gisement de collections africaines. Alors, quand vous faites un petit calcul ironique, vous vous rendez compte que ça fait 60 ans. Pendant 60 ans, il faudrait que chaque semaine, il y ait un conseil des ministres en France qui parle que de ça. Si vous vous amusez à dire, bon, on met 12 une fois par mois, ça vous fait 250 ans. Alors, ça veut dire quoi ces chiffres symboliques? Nos ancêtres, nos prédécesseurs ont perdu ou ont été roulés en 1970. Nous, on a mis 50 ans pour relancer l'affaire. Alors, imaginez-vous que si on baisse complètement les bras aujourd'hui, il faudra 2 siècles et demi au moins pour que la question revienne. Autant dire qu'aujourd'hui, notre génération n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut aller jusqu'au bout. Le premier point, c'est de montrer quand même aussi de l'optimisme, parce qu'on ne va pas défoncer les quelques portes qui sont encore ouvertes, notamment sur le fameux protocole de demande de restitution. Au fur et à mesure des jours, ce protocole-là se précise. Il était évasif, c'est pour ça que beaucoup de pays africains ne se sont pas précipités pour faire des demandes. Maintenant, et vous savez aussi que le ministère de la Culture avait démantelé le dispositif et la commission interne. Bon, je pense qu'au niveau de la France elle-même, les choses sont assez floues encore, mais il y a lieu d'espérer que les choses seront beaucoup claires dans les mois à venir. Deuxième point important sur le plan juridique, c'est le cas de restes humains. Alors, le Conseil d'État a rappelé en France qu'il y a une loi qui existe en la matière et qu'on appelle souvent la jurisprudence des têtes maoris, qui a permis aussi la restitution de la Vénus autantote à l'Afrique du Sud. On n'a donc pas besoin de passer par un conseil des ministres, par un nouveau projet de loi pour restituer les restes humains. Tout ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale, je n'ose pas le qualifier, parce que comme je vous ai dit, en tant que souverainiste africain, panafricain, nous gardons aussi de critiquer trop vertement les parlements des autres. Eh bien, sachons que il nous faut absolument activer cette loi-là très rapidement. Très rapidement, parce que c'est une brèche qui est encore ouverte. Comme je vous ai dit, ils ont mis 27 ans pour verrouiller les choses, mais cette loi-là est arrivée dans les années 2020, 2002, jusqu'en 2005, 2007, 2008. Mais il faut s'en servir aujourd'hui. Et je le dis au passage, dans le lot qui est remis au Bénin, il y a des restes humains. Il y a notamment, il y en a ici à Nantes même, il y en a, je crois, à Bordeaux, à La Rochelle, à Rouen peut-être aussi. Et enfin, sur le plan juridique, il faut constater que la France n'a pas fait une loi cadre, n'a pas pris le choix d'une loi cadre. Et ce qui fait que beaucoup sont dans la confusion. On vous parle encore de patrimoine africain, non. La loi d'exception qui vote un article dérogatoire, elle concerne bien l'État du Bénin, la République du Bénin et la République du Sénégal. Il n'y a pas de loi en France parlant de tous les pays africains. Il faut qu'on arrête de délirer aussi au niveau des comptes rendus parfois journalistiques et parfois même activistes, parce que les gens confondent activistes, scientifiques et politiques. Troisième point qui est important et qui, à mon avis, va continuer à entretenir la polémique, c'est la position du gisement privé.
Parce que souvenez-vous, lorsque M. Macron commande le rapport à Felwine Sarr et à Mme Dominique Savoie, les critiques les plus virulentes sont venues du secteur privé. C'est-à-dire, il y avait effectivement levé des boucliers au niveau des musées, mais également au niveau des secteurs privés. Pourquoi? Parce que il y a eu une convention de La Haye en 1899 qui interdit effectivement le pillage. Mais avant cela, c'était des règles, c'était des pratiques, je dirais, autorisées, ou tout au moins permises, qui n'étaient pas condamnables sur le plan pénal. Et il s'avère que le début du marché d'art tribal en France vient des pillages qui ont été faits au niveau de l'armée. Nous avons aujourd'hui, nous savons, par exemple pour la guerre d'Abomey, la guerre du Dahomey là, quels sont les troupes, les officiers, les groupes militaires qui se sont partagés le trésor. Donc, aujourd'hui, il y a, pour sortir un peu de cette nasse-là, nous on propose quelques solutions. Vous avez vu le problème du fameux sabre qui est imputé à El Hadj Omar Tall, soi-disant une œuvre d'art sénégalaise. Alors je ne reviens pas sur le côté fake, le côté gag et le côté malsain de ce diktat de la politique sur le plan scientifique. C'est juste pour vous dire que ce traitement différencié est inconfortable. Parce que vous avez la même guerre, celle du Dahomey de 1892. Un côté, on rend 26 objets, et de l'autre côté, toute la collection, par exemple, de l'abbé Gardinier est confisquée. Donc, il faut que la France soit donc conséquente. Est-ce qu'on rembourse, est-ce qu'on restitue, vous voyez, j'ai utilisé le mot rembourser. Est-ce qu'on restitue au cas par cas? Oui, mais est-ce que c'est guerre par guerre? Auquel cas, prenons l'ensemble de la guerre du Dahomey, faisons l'inventaire et restituons tout ce qui concerne cette guerre. Est-ce que c'est pays par pays? Est-ce que c'est période par période? Bon, on ne sait pas. Il faut travailler à ce point-là. Deuxième proposition, c'est que le secteur privé receleur est épargné jusqu'à aujourd'hui. Et cela nous amène dans des ricanements où, par exemple, les marchands d'art qui ont commencé à disperser, à tricher dès qu'ils ont eu peur de la restitution. Aujourd'hui, ces marchands d'art vont continuer leur travail, c'est-à-dire le pillage va se poursuivre. Le nouvel or noir en Afrique va être continué à être pillé. Et aujourd'hui, il y a ce que j'appelle, moi, le marché du butin colonial, qui constitue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'objets qui sont en circulation, tellement d'enjeux financiers, qu'en laissant ces gens-là tranquilles, puisque le projet de loi ne les concerne même pas. Et c'est pour cela qu'ils sont tranquilles en ce moment. Est-ce que c'est une bonne chose? Cela va forcément relancer le débat. Moi, je peux déjà vous dire qu'ici à Nantes, les marchands qui ont l'habitude de vendre les produits africains, déjà, il faut avouer qu'ils ont changé un peu leur méthode. Parce qu'on a vérifié, ils ont maintenant un nouveau projet, mais on sera au taquet avec eux. Quatrième point, c'est la coopération culturelle. Alors, c'est, je dirais, la bonne nouvelle de cette opération de M. Macron, de dire qu'il y aura une intensification des coopérations culturelles, et on espère qu'elle sera complète, qu'elle ne va pas se limiter au bon concert des musées français aux musées africains, qu'elle va prendre vraiment en main tout le côté conservation et aussi tout le côté valorisation. Parce que la restitution ne concerne pour l'instant qu'une infime partie et potentiellement qu'une minorité d'objets. Donc il faut renforcer absolument
les questions d'accessibilité, les questions aussi de conservation, parce que le patrimoine africain, il n'est pas intact. Qui ne sont jamais sortis des caves, qui sont même dans la poussière, qui sont dans un état de détérioration, où la France, évidemment, a bon dos de dire que ça lui coûte cher de conserver ce patrimoine-là. Il y a, en termes de coopération, il faudrait forcément encourager le côté, le monde institutionnel. Mais on observe déjà qu'il y a un dysfonctionnement structurel. La France est un pays qui a une armature, je dirais, de puissance culturelle. Notamment, il y a les fameux CAC qui font de l'action culturelle auprès des ambassades dans les pays français. Or, quand on regarde la réciprocité en France, elle est loin d'exister. Combien d'ambassades africaines aujourd'hui disposent d'un service culturel? Combien vont suivre ce travail-là, ne serait-ce que des inventaires, le suivi opérationnel, la promotion de leur culture, qu'ils ont déjà du mal à suivre? Et combien de fois ces objets du passé? Donc, et là-dessus, il y a à s'interroger, pourquoi ne pas encourager la vie associative? Pourquoi ne pas encourager les projets de la société civile et ceux de la diaspora? Et là aussi, la balle est du côté des Africains, parce que quand on voit la question de l'UNESCO, qui certes a des déploiements et des clubs un peu partout, mais qui reste dans un cadre institutionnel et dont on ne voit pas très bien l'innovation sur le terrain. Alors que là, il est question de rendre ce patrimoine-là accessible, de bien l'entretenir, de bien le faire connaître, et il y a même un enjeu scientifique au niveau de la nomenclature. Autre point important, j'ai déjà parlé de la représentation des pays africains qui n'a pas les moyens. Et est-ce que ce n'est pas le moment de se donner, de mettre en place de véritables agences culturelles, même si c'est par pays, et pourquoi pas une agence culturelle panafricaine? Je sais que ça fait rire beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà essayé cet aspect-là, mais est-ce qu'au niveau du patrimoine, il n'est pas possible pour une fois, d'unir nos forces et de créer cette agence-là qui pourrait être une force de proposition auprès des musées, auprès des collectionneurs privés, et ainsi de suite. Et enfin, il y a ce que j'appelle les autres acteurs et opérateurs culturels. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les musées et les privés. Le patrimoine africain est dans des fondations et dans des collectionneurs honnêtes. Nous, ici, on a pu travailler, par exemple, avec la Société des missions africaines, c'est-à-dire l'Église catholique, qui est propriétaire des milliers, de dizaines de milliers d'objets. Nous avons pu mettre en place un début de partenariat avec le CSA à Lyon, et ils ont également des coopérations en Afrique. Donc, il ne faudrait pas qu'on se focalise uniquement sur l'aspect des institutions, sachant que les autres opérateurs culturels sont là et sont aussi concernés par le phénomène de la restitution. Nous, la Société des missions africaines, travaille là-dessus. Comment restituer ce patrimoine? Ce ne sera pas forcément de façon coercitive, ça peut être des partenariats qui sont déjà en place avec l'IRCOM et avec certains musées, notamment en Afrique de l'Ouest, et bientôt ils vont développer des réseaux en Afrique centrale. Voilà, j'en arrive au dernier point, qui est la valorisation et l'éducation au patrimoine. Alors vous me direz, oui, on est déjà loin de la restitution. Alors, il faut être réaliste. L'essentiel du patrimoine africain introduit en France ne sera pas restitué. La France nous le fait, la France profonde, c'est-à-dire le Parlement, nous le fait comprendre, y compris de façon, je dirais, épidermique. Le message est clair.
Donc il faut à un moment donné valoriser cela, en prendre acte, et ceci dans un cadre global. Il n'y a pas que ça. Nous avons vu le mouvement au niveau des villes, avec le déboulement, le boulonnement, avec les dénominations de rues, avec même, c'est le problème que nous connaissons ici à Nantes, l'Afrique qui est cachée dans le patrimoine local. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une démonstration qui fait taire maintenant tout le monde. La ville de Nantes a construit dans les marches de la gare tout un ensemble de communications qui fait la valorisation de son patrimoine culturel. Eh bien, nous sommes partis, on a pris point par point et on a tout démontré l'africanité de telle ou telle chose, le jardin des plantes, le lieu, la tour, le château du Grand Taureau, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas détacher la valorisation et l'éducation du patrimoine de tout cet ensemble-là. Beaucoup de gens se focalisent sur ce qui est venu d'Afrique il y a un siècle. Maintenant, regardons aussi ça dans un projet pédagogique qui peut permettre d'arriver à atteindre un plus grand nombre. Ensuite, il y a la dimension politique de l'apaisement. Certains diront que la France nous a trompés, mais la France a fait comme la France. Elle nous avait trompés il y a 50 ans, je ne cesse de le dire, et elle a utilisé pratiquement le même moyen. Monsieur Macron n'a fait que, je dirais, aggraver, c'est-à-dire nous faire croire qu'on va régler la chose dans l'apaisement à l'amiable, et une fois qu'il est au Parlement, eh bien, il vient nous dire que voilà, vous voyez, mon peuple a des difficultés à accepter, donc je vais vous donner qu'une petite partie symbolique, ainsi de suite. Donc la politique d'apaisement, cela veut dire aussi la politique d'appropriation. On parlait dans un autre débat de l'époque Picasso-Matisse, c'est-à-dire que l'art africain a pu produire le cubisme en France. Personne ne le nie aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas à creuser au niveau des artistes, au niveau de la parole créatrice? Est-ce qu'il n'y a pas à s'approprier ce gisement-là pour justement régénérer la création? Et là, je fais un clin d'œil à la diaspora. Parce que elle est perdue à un moment donné. Il y a des appuis spirituels qui manquent. Il y a une matérialité qui peut accompagner ce genre de recherche. Mais ce n'est pas l'État français qui viendra le faire. Il ne faut pas rêver. C'est à nous de prendre des initiatives, d'être assez sérieux et d'être conséquents. Et enfin, le dernier mot, le dernier levier qu'on peut soulever, c'est celui de la dimension universaliste, qui est autoproclamée par la France. La France se dit propriétaire des biens du monde entier, parce que les biens du monde entier appartiennent au monde entier. Donc, on a cette loi nous fait donc comprendre une chose qui est d'ailleurs contestée par des parlementaires français, il n'y a pas unanimité là-dessus, à savoir que notre patrimoine ne relève plus de la culture, il relève de la diplomatie. Cela veut dire que c'est du donnant-donnant. Si Madagascar se tait sur la confiscation définitive des terres éparses, eh bien, on peut lui prêter une couronne pour quelque temps. Donc, on arrivera donc à cette dimension universaliste où la France nous dit, voilà, on ne va pas restituer à tout vent, mais on peut placer, ils appellent ça la mise en dépôt. Alors, franchement, est-ce qu'on peut s'imaginer la mise en dépôt des crânes des Dahoméens? C'est-à-dire que demain, on va prêter aux Dahoméens leurs ancêtres, que gardez-les, on vous pour 5 ans à peu près, faites-les visiter. Non. Alors que c'est des biens, c'est des objets, c'est de la matérialité spirituelle qui n'a même pas besoin de musée. La restitution de ces objets-là est très simple, non seulement sur le plan juridique, comme je l'ai dit, mais également même sur le plan pratique. Parce qu'on sait où ça va. Ça a été pris dans la ville sainte de Kanya. C'est des sanctuaires. Et vous verrez, quand vous des images, vous verrez très bien.
Donc, la dimension universaliste que la France se réclame, pourquoi pas? Elle a déjà apporté un certain nombre de choses. Hein. On voit bien les René Cassin, on voit très bien tous ces humanistes-là, enfin, qui se sont déclarés parfois comme tels, ou qu'on a déclaré comme tels. Moi, je n'ai rien contre ce panthéon. Mais on ne peut pas vanter le panthéon en France en continuant à confisquer l'universalité. L'universalité est une chose, pourquoi pas? Mais à un moment donné, on veut très bien, et ça c'était l'engagement de M. Macron. Et je termine là-dessus aux Africains qui rêvent. M. Macron ne vous a jamais dit qu'il va aller vider les musées de France pour venir vous donner encore de quoi trafiquer et que ces objets-là se retrouvent encore en France. M. Macron a dit qu'il va améliorer les conditions pour que dans 5 ans, cet art-là puisse être visible un peu partout. Sauf que nous, on n'est pas content de lui parce qu'il nous a trompés. Mais aujourd'hui, la question est politique. Ne nous trompons pas. La question est politique. Nous autres experts, techniciens et autres, nous sommes obligés à un moment donné de laisser nos intelligences de côté, de mettre nos savoirs en bandoulière et de travailler sur le point de la sagesse. Voilà à peu près le message que je peux vous dire concrètement dans les jours qui viennent. Et cela sera bien présenté le jour lors de la journée du patrimoine. Il y a 3 actions phares qui sont en préparation à notre modeste niveau. Nous n'avons fait que servir une cause qui est beaucoup plus grande. Tout ce que je vous ai dit là, notre modeste contribution. Et nous savons qu'on va passer, le combat va continuer. Mais il faudrait qu'il y ait quelque chose qui reste. La première chose pour laquelle je demande vraiment le soutien massif, c'est d'abord le retour immédiat et sans condition des restes humains. Cela a déjà été fait l'année dernière pour les crânes, pour les soldats algériens. Nous le demandons d'autant plus pour les têtes dahoméennes qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle loi. C'est-à-dire que nous aussi, nous allons utiliser la loi qui a été votée là pour rendre les 26 objets des Dahomey, pour dire qu'à côté, il y a les crânes humains. Vous n'allez pas ramener les objets en laissant en captivité les ancêtres qui les ont produits. Ce n'est pas possible. Donc, le combat va être mené, et j'espère de façon pacifique. Nous allons aller convaincre, y compris les municipalités, Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Rouen, qui détiennent ces objets-là, de travailler avec eux pour que, au niveau de la démarche, nous irons donc voir le ministère de la Culture pour que la commission qui avait été mise en place puisse nous entendre. Nous irons travailler effectivement avec nous le faisons déjà, par exemple avec les rois du Bénin, avec l'État du Bénin, pour que cet objectif soit atteint. C'est-à-dire le retour immédiat et sans condition des restes humains. On sait à qui ils appartiennent, on sait où ils vont aller. Ce ne sont pas des valeurs marchandes, ce ne sont pas non plus des otages juridiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à notre modeste niveau, nous allons restructurer notre centre de ressources et qui va donc travailler beaucoup plus sur la conservation, la valorisation et un peu moins sur la restitution. Pourquoi? Parce qu'il faut se répartir le travail. Nous, on est de la diaspora. Je pense qu'il faut arrêter à un moment donné de vouloir donner des leçons et de vouloir apprendre à tout le monde. En Afrique, il y a des responsables de musées, il y a des responsables de la culture, il y a des scientifiques, il y a des hommes et des femmes suffisamment mûrs qui sont capables de gérer cette question de restitution-là. C'est pour cela que, non pas que nous lâchions, que on sera toujours là, mais la priorité de la diaspora, c'est la valorisation, pas seulement de ce qui est restituable, mais de l'ensemble.
de cet héritage-là que nous avons trouvé ici, pour la plupart d'entre nous. Ça, c'est le second point. Afrique Loire va donc se repositionner par rapport à ça, c'est-à-dire la conservation, la valorisation. Il y a par exemple des projets d'une grande exposition des patrimoines africains, de les regrouper et de faire une grande exposition où tout le monde puisse venir les voir et où nous puissions aussi avoir la main mise sur le langage. Parce que les africanistes reviennent en force. Il ne faut plus que quelqu'un vienne nous dire que voilà, vos ancêtres étaient ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, le troisième point, qui est beaucoup plus local, parce que une diaspora qui n'a pas d'ancrage territorial est comme une diaspora aérienne. Donc nous, on a un ancrage local ici à Nantes. Nous avons travaillé, c'est vrai pour tout le monde, pour l'Europe, mais il y a des projets qui vont se développer davantage ici. Et je crois qu'on vous en parlera lorsque nous aurions été en phase pour l'ensemble de ces projets avec les autorités locales. Parce que si je prends par exemple le cas du parc panafricain, paysager panafricain à Nantes, vous voyez, tous les 2 ans, chaque année, on plante des arbres. Le roi Béhanzin, Thomas Sankara, et on arrive donc à un projet, pourquoi pas, d'avoir pour les générations futures, à défaut d'avoir les noms de rues, puisque on peut créer plus d'arbres et d'allées de jardin que de rues. Donc vous voyez, un projet comme celui-là, il demande des ressources locales. Il demande une confiance avec les autorités. Il demande une mobilisation. C'est pour cela qu'à un moment donné, notre diaspora doit aussi avoir un enracinement territorial pour que demain, on sache qu'est-ce qu'on laisse. Voilà, je pense avoir répondu, et je m'excuse si je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais retenons que le combat continue, et c'est un combat qui est vraiment, c'est une guerre. Il ne faut pas croire que c'est des amusements. Beaucoup d'entre nous ont laissé des plumes, la santé, parfois même le boulot. Donc, savoir aussi que les Africains, beaucoup de choses dépendent de nous. La France nous a roulés et c'était écrit qu'elle nous roulera. Et si on ne fait pas gaffe, elle nous roulera toujours. Donc à quoi sert-il d'aller? Maintenant, nous savons au moins cette fois-ci, notre génération doit aller jusqu'au bout de sa mission. La mission, on doit aller jusqu'au bout. Alors, et enfin, les 3 projets, les 3 orientations que je donne, une mobilisation pour le rapatriement immédiat, sans condition, et concerté des restes humains, un projet de fédérateur au niveau de la France qui ne sera pas forcément implanté à Nantes, mais qui permettra aux Africains, où qu'ils soient en Europe, et à tout le monde, de pouvoir valoriser ce patrimoine-là au titre de la société civile. Et enfin, un 3e projet qui est un enracinement local nantais, parce que Nantes a travaillé, et nous comptons aller jusqu'au bout. Voilà, merci et bonne journée européenne du patrimoine. Personne ne demandera plus qu'est-ce que l'Afrique fait aux journées européennes du patrimoine. À Nantes, je crois que les jeunes vont planter des arbres lors de la journée européenne du patrimoine et nous, on discutera autour des expositions et des idées des uns des autres. Merci beaucoup. Merci.